Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Merci encore une fois de suivre mes vidéos. Il est en train de se préparer quelque chose. Alors aujourd'hui donc je reviens encore une fois sur la mystérieuse disparition du vol MH370. Donc je pensais pas revenir avec une vidéo comme ça aussi rapidement, mais je me suis senti de parler de ma théorie, d'une nouvelle théorie que j'en ai déduit, et donc je pensais pas revenir sur ce cas mystérieux aussi rapidement, mais rappelez-vous, j'avais dit donc dans ma dernière vidéo concernant ce cas que ça ne sera pas sûrement la dernière vidéo. Donc, je voulais absolument parler de ma théorie, que j'en ai déduit dernièrement. Je pense que ça va impressionner beaucoup de gens, donc c'est pour ça que je me suis senti de faire une vidéo et d'en parler. Je pense qu'il est en train de se préparer quelque chose de très important, un conflit. Vous allez comprendre de suite. Bon. Rappelez-vous, dans ma dernière vidéo concernant ce cas de la disparition de ce vol, je parlais des 20 ingénieurs qui étaient dans cet avion. Alors bon, c'est gros comme un camion, on rassemble pas 20 ingénieurs dans le même avion. Alors, bon, j'ai eu l'occasion, donc hier, de voir un ami à moi. On a pris un café, on a discuté, et on a parlé de ce cas. Beaucoup de gens parlent de ce cas en ce moment, et donc cet ami-là m'a dit la suivante. M'a dit, écoute, pour moi le cas du mystérieux avion MH370, donc l'avion qui s'est perdu le mois dernier, ressemble très fortement à la même histoire de l'avion, l'avion du vol 007 Korean Airlines. Alors j'ai dit, tiens donc mon ami m'a expliqué cette histoire, j'ai dit, effectivement, c'est une histoire qui ressemble beaucoup à ce cas. Bon. C'est d'ailleurs ce même ami qui m'a dit, c'est gros comme ça, comme un camion, ça se voit gros comme ça, c'est pas normal qu'on mette 20 ingénieurs dans le même avion, on met pas tous les œufs dans le même panier, comme on dit. Bon. Bon, cette vidéo, bon, moi je ne suis pas un pro-russe, pro-soviétique, ou un pro-américain, j'en déduis de ce qui est de ma théorie. Je rappelle que c'est une théorie. Donc bon. Mais c'est quelque chose qui fait peur. Bon, je vais revenir 30 ans dans le passé. 31 ans pour être précis. Je vais parler du vol, pour commencer, du vol donc 007 Korean Airlines. Donc en gros, l'histoire c'est, je vais résumer, donc c'est une histoire d'avion, c'est tout simplement donc un avion de chasse russe qui a abattu un avion civil, donc au-dessus de l'île de Sakhalin, en pensant que c'était un avion militaire américain quand c'était encore la guerre froide. Pour moi, quand vous allez entendre ma théorie, sincèrement, pour moi, bon, ce que je pense, c'est que, bon, ok, bon, la guerre froide, officiellement, donc officiellement elle est terminée, mais officieusement, elle ne l'est pas. Donc, je vais expliquer, grosso modo, hein, avec un peu plus de détails, ce vol. Donc, le 1er septembre 1983, un Boeing 747 de la Korean Airlines
est abattu par un chasseur Su-15 de l'armée soviétique au large de l'île de Sakhalin, entraînant dans la mort les 269 passagers et membres d'équipage. Tout le monde pointe du doigt l'Union soviétique à l'époque, et les drapeaux de l'URSS sont brûlés sur les places de Séoul. Cet acte risque de sérieusement compromettre les relations Est-Ouest, et on redoute des représailles de la part des États-Unis, bien sûr. Pourtant, de nombreuses zones d'ombre et des informations erronées entourent ce tragique incident. Je rappelle que cet incident s'est passé en 1983. Mais il ressemble très fortement au mystérieux vol MH370. Le Boeing 747 décolle de l'aéroport de New York pour se rendre à Séoul via Anchorage, en Alaska, où il est ravitaillé en carburant. Au départ d'Anchorage, le commandant de bord, Chun Byung-in, un pilote expérimenté et strict, doit suivre une route appelée Romeo 20, qui longe les côtes soviétiques à environ 300 km de celle-ci, sur les eaux internationales. Cette voie est parsemée de points de repère pour éviter une éventuelle déviance et un risque d'approcher de trop près les côtes soviétiques. Ces points de repère sont introduits dans un système appelé INS à bord de l'appareil qui clignote pendant 2 minutes lorsque l'avion s'éloigne de la trajectoire prévue. Le système INS est fiable au kilomètre près. L'avion décolle d'Anchorage et s'écarte du premier point de repère à 70 km du nord. Pourtant, Chun, donc le pilote expérimenté, Chun, communique qu'il a dépassé le point et qu'il suit la trajectoire prévue. Puis le commandant n'avertit pas son passage au deuxième point, ce qui est en soi une sérieuse entorse aux procédures aériennes, et s'écarte toujours plus de la voie initiale. Il se situe à 270 km à l'ouest et risque de pénétrer dans l'espace aérien soviétique au-dessus de la péninsule du Kamtchatka. Ce qui ne manque pas, bien entendu. Heureusement pour lui, les soviétiques n'ont pas eu le temps de mettre en place un plan d'interception puisque le Boeing retrouve l'espace aérien international après avoir survolé la péninsule. Mais ce n'est que partie remise, car il s'éloigne toujours plus de la trajectoire et risque de retrouver l'espace aérien soviétique en passant sur l'île de Sakhalin. Le problème est que cet endroit est une zone bourrée d'emplacements militaires stratégiques, avec notamment des sous-marins de classe Typhon et une batterie de radars. Les soviétiques sont en alerte et ne se laissent pas violer une seconde fois leur espace aérien. Malheureusement, l'avion file tout droit vers le danger et commence à survoler l'île de Sakhalin. 2 chasseurs prennent en filature le Boeing. Donc je rappelle, les soviétiques envoient 2 types de chasseurs, un Su-15 Flagon et un MiG-23 Flogger. Bon, donc ces 2 chasseurs prennent en filature le Boeing et tentent d'entrer en contact avec l'intrus sur la fréquence internationale, mais aucune réponse. À 18h24, le colonel Gennady Osipovitch, pilote d'un Su-15, reçoit l'ordre d'abattre la cible en envoyant un missile RR qui frappe le Boeing sur une aile. L'avion, suite à la dépressurisation, entame une descente en boucle et sort des écrans radars à 18h29, en passant au-dessus de 5000 pieds. Il s'écrase alors, malheureusement, en mer, à la limite des eaux territoriales soviétiques. Bon. Donc si je voulais parler de ce cas, donc 007 Korean Airlines, donc ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai eu l'occasion de voir d'autres conclusions, d'autres théories, d'autres conspirations. Certains parlent que le pilote, donc expérimenté, a voulu faire donc une économie de carburant, ou que le pilote s'est trompé, ou que les informations étaient erronées. J'ai entendu plusieurs théories différentes,
et j'ai eu l'occasion de lire sur internet plusieurs articles différents. Bon, rappelez-vous, sur ma dernière vidéo concernant donc ce vol de Malaysia Airlines, j'en avais déduit dans ma dernière vidéo que l'avion était sur l'île de Diego Garcia, rappelez-vous. Donc je vais remontrer l'animation, voilà, donc ça c'est l'île où je pensais que l'avion se situerait ici. Mais qui dit que cet avion, qui dit qu'il ne s'est pas passé la même chose que pour le vol 007 Korean Airlines? Ça me paraît très étrange. Bon. Pour moi, encore une fois, donc certaines personnes affirment que cet avion est bien sur l'île de Diego Garcia. Certains témoins ont même dit même qu'ils ont vu cet avion atterrir sur l'île. Bon. Mais quand même, cet enlèvement d'avion, je trouve ça quand même... Bon. Je rappelle qu'il y a quelques mois de ça, donc c'est pour ça que c'est assez impressionnant, parce que j'en ai déduit avec mon ami, je me suis dit, mais c'est gros comme ça, et personne ne le voit. C'est pour ça que j'en fais la relation. Il y a quelques mois de ça, rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, c'est juste quelques mois auparavant, je vous rappelle qu'il y a eu un conflit en Ukraine. Donc, bon. Et je rappelle aussi qu'il y a encore quelques mois de ça, à quelques mois d'intervalle de l'Ukraine, il y a eu une représaille de conflit, si je puis dire, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Je rappelle que la Corée du Nord et la Corée du Sud sont en conflit. Ça, je le rappelle. Je rappelle que la Corée du Nord est une dictature. Bon. Moi, je sens que quelque chose se prépare dans l'air. Bon. Je reviens un peu sur le conflit en Ukraine, pour expliquer grosso modo, donc aux personnes qui sont intéressées, ce qui s'est passé en Ukraine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, ce conflit est né parce que tout simplement les Ukrainiens n'acceptent pas donc le gouvernement russe actuel, et que les Russes ont envahi ou récupéré entre guillemets donc la péninsule de la Crimée. Je rappelle que la Crimée est tout en bas de l'Ukraine, et qui donne sur la mer Noire, bien sûr, qui était auparavant aux Russes. Pour moi, tout ça, c'est stratégique. Mais les Russes, je pense qu'ils ont récupéré beaucoup plus, j'ai l'impression beaucoup plus, et qu'ils veulent envahir carrément l'Ukraine. Pour moi, je pense que les Russes veulent envahir l'Ukraine. Bon, tout ça peut nous faire penser qu'ils veulent refaire l'ex-URSS. Si c'est le cas, la question est pourquoi? Pourquoi les Russes veulent-ils recréer? Bon, moi j'aurai la réponse dans ma théorie. Je vais en venir. Je promets aux internautes, je ferai une vidéo consacrée seulement sur l'Ukraine, qui pourrait donner sur une éventuelle guerre mondiale, ce qui est quand même assez impressionnant. Je promets que je ferai une vidéo là-dessus, mais pour l'instant j'explique vite fait l'Ukraine pour mettre en cause ma théorie. Si je reviens un peu en arrière, l'ex-URSS est tombé avec 18 milliards de dollars à l'époque. Les USA aujourd'hui ont 18 billions de dollars de dette. Mais entre
l'époque aujourd'hui, ça fait plus de, si je me trompe pas, 1000 fois plus que le dollar ancien. Bon, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors forcément, si les Russes ont repris ou reprennent la Crimée, c'est une porte ouverte donc sur la mer Noire, ce qui empêcherait les Américains d'accéder aux côtes. Bon. Avec tout ça, je rappelle quand même que les pays comme la Chine, la Russie, les États-Unis sont des puissances militaires actuelles. Ce sont les plus grandes puissances militaires actuelles. Avec l'Inde aussi. Bon. Pour moi, c'est gros comme un camion. Quelque chose est en train de se préparer. Bon. Rappelez-vous, je disais que dans cet avion de Malaysia Airlines, il se trouvait ni plus ni moins que 20 ingénieurs qui travaillaient sur une microchip, où je disais d'ailleurs dans ma dernière vidéo que à l'heure actuelle, on ne sait pas ce que ces microchips représentent, quel but ont ces microchips, quel fonctionnement, s'ils ont un état de fonctionnement divers, on ne sait pas grand-chose réellement. Mais pour moi, ça me paraît... Et je n'y avais pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Et quand j'ai remis toutes ces causes, l'une des autres, j'ai pris cette cause-là, ce fait-là, en rassemblant tout ça, je me suis dit, mais bien sûr. Pour moi, c'est bon. Surtout d'autant plus, la base de Diego Garcia, donc l'île de Diego Garcia, est indépendante des USA. Bon. Mais les Américains travaillent dessus. Très étrange. Bien donc. Pour en revenir aux puissances militaires, ce qui peut nous faire penser qu'un conflit se prépare, je vais donner quelques chiffres pour que vous... Donc ce sont des chiffres actuels pour que vous puissiez savoir réellement les chiffres actuels. Bon. Pour l'Amérique, l'armement militaire. Donc j'ai pris des notes. Donc l'armée des États-Unis d'Amérique a plus de 1500 aéronefs. Alors écoutez bien. 1500 aéronefs, 290 navires de guerre, 8300 tanks. Vous imaginez, rien qu'avec des tanks, on pourrait... 8300 tanks, on pourrait envahir tout un pays entier rien qu'avec des tanks. C'est quand même assez impressionnant. Ils ont plus de 1 400 000 hommes, donc soldats, prêts au combat. L'Amérique vient en première position. En deuxième position, vient la Russie. Donc le Kremlin dispose de plus de 2800 tanks, 224 vaisseaux de guerre, presque comme les États-Unis, et 4500 aéronefs. En troisième, et c'est ça qui est assez impressionnant, vient la Chine. La Chine ont plus de 2 285 000 donc hommes, donc soldats, prêts au combat. Ce qui est quand même assez incroyable. 8000 tanks, 5000 aéronefs, 972 vaisseaux de guerre. Bon. Les informations ne s'arrêtent pas là. En cherchant sur Internet d'autres informations, je rappelle que mes vidéos ont pour but de donner des informations donc réelles, qui existent, d'où j'en tire des conclusions et des théories, où certaines théories sont inexplicables. Mais bon. Donc, j'ai lu quelque chose d'assez impressionnant que je voulais vous faire partager. Sur une page web concernant les puissances militaires, j'ai lu ceci. Alors, écoutez bien. Le budget militaire chinois ne cesse de croître et Pékin
est impliqué dans de nombreux scandales d'espionnage militaro-industriel visant notamment les États-Unis. Je rappelle que l'avion Malaysia Airlines devait aller jusqu'à Pékin. Bon. La question qu'on peut se poser, c'est si on prend donc cette théorie, pourquoi avoir détourné cet avion sans rien dire à personne, alors qu'il y avait des civils encore une fois, tout est question d'argent. L'argent est en jeu, encore une fois. Tout repose sur l'argent. Et dans ce cas-là, les civils passent en dernier, comme d'habitude. Bon. Comme je le disais auparavant, si on utilise un peu la logique, on met pas tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire que pour moi, ça paraît gros de mettre 20 ingénieurs dans le même avion. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Pour moi, bon, les Américains sont faux, c'est-à-dire ils veulent garder leur image de suprématie et donc essayent de couvrir cette affaire. Bon, rappelez-vous, je donne des exemples comme ça, mais rappelez-vous, Ben Laden, formé par la CIA et abattu donc par les services secrets américains, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est assez incroyable. Bon, ou d'autres exemples comme Saddam Hussein, bien sûr. Bon, je rappelle, si on prend la carte du monde, que l'Inde, donc, si une éventuelle guerre se prépare, je rappelle que l'Inde se trouve à côté de la Chine se trouve à côté de la Russie, et rappelez-vous, tout à l'heure je parlais de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, l'avion de Malaysia Airlines s'est perdu à cet endroit, et puis rappelez-vous, il y a 30 ans de ça, le vol 007 Korean Airlines qui, soi-disant, cette histoire s'est passée sur ces côtes-là également. Pour moi, tout est lié. Tout est lié. Donc, bon. Pour éviter l'incident diplomatique, et peut-être éviter une troisième guerre mondiale, les Américains ont couvert cette affaire. Pour moi, c'est plus que sûr. Peut-être on aura des réponses bientôt, peut-être dans quelques mois des nouvelles spéculations concernant le mystère de ce vol. C'est sûr qu'on n'y avait pas réfléchi. Je n'y avais même pas pensé, c'est mon ami à moi qui m'a dit mais regarde, il se passe ça, et il y a ça. Bon, c'est sûr, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que la déduction est assez incroyable. Donc bon, qui sait, peut-être qu'on aura un peu plus de réponses dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années. En tout cas, le mystère est encore une fois là. Pour moi, tout est en train de se préparer. Tout est stratégie. Pour moi, c'est une guerre stratégique. Ce qui est en train d'arriver est une guerre stratégique. Et la disparition du vol MH370 Malaysia Airlines fait partie de ce conflit qui est sûrement en train de se préparer. Bien. Sans plus dans le monde mystérieux. Merci d'avoir vu cette vidéo et j'espère vous revoir bientôt pour d'autres vidéos concernant le vol Malaysia Airlines, qui ne sera pas la dernière vidéo, encore une fois, et pour d'autres vidéos avec beaucoup de cas aussi mystérieux les uns que les autres. Voilà, allez, merci, à bientôt.